On va décortiquer tout ça parce que il y a une croyance vraiment très tenace quand on pense à la photographie. Ouais, la fameuse attente d'objectivité, c'est ça? Exactement, on a tendance à croire que, comme il y a une machine entre l'œil et le monde, le résultat, c'est forcément une vérité scientifique. Complètement. C'est le grand mythe du médium, quoi. Voilà, tu appuies sur un bouton, l'obturateur s'ouvre, la lumière frappe le capteur et bam, on fige la réalité à la milliseconde près. On se dit que le bâtiment est à sa place, que la personne porte tel vêtement, et on se dit, c'est le réel brut, indéniable, tu vois. C'est très confortable de penser comme ça, en fait. De se dire qu'une image documente sagement le monde, qu'elle le range dans des petites cases bien nettes. Ouais, ça rassure un peu. Carrément. Mais dès qu'on gratte un tout petit peu la surface, on se rend bien compte que le cadre lui-même, c'est un choix. Enfin, c'est une exclusion de tout ce qui se trouve hors champ, quoi. Et c'est précisément ce basculement qui nous intéresse aujourd'hui. On est le mardi 21 avril 2026, l'été approche doucement, et on a rassemblé une pile énorme de documents, tu sais, des manifestes, des portfolios, des affiches. Tout ce qui annonce la 16e édition du festival Images publiques du côté de Rennes. C'est ça. Et en plongeant dans ces sources, on réalise que cette fameuse machine à capturer le réel de manière clinique, eh bien, elle est utilisée par certains artistes pour faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à prouver que quelque chose existe. Non, voilà, ils s'en servent pour raconter des histoires, pour manipuler la perception du temps, redéfinir l'espace. Donc, notre mission pour cette exploration en profondeur, c'est de comprendre comment 5 artistes contemporains s'emparent d'une thématique commune. La thématique, territoire et habitants. Exactement. Et comment ils transforment totalement notre façon de regarder ce qui nous entoure. L'ampleur de ce qui se prépare est assez remarquable, faut le dire. Et pour bien saisir la dynamique de cette nouvelle édition, il faut se pencher sur l'événement qui va servir de détonateur. Le coup d'envoi. Voilà. C'est une soirée de lancement qui est prévue le 5 juin à la Maison internationale de Rennes, sur le quai Chateaubriand. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette soirée est construite autour d'un format très spécifique qui va vraiment donner le ton. Le fameux film photographique. C'est ça. C'est un concept qui rassemble des travaux qui sont pourtant très différents dans leur forme. Alors c'est un terme qui accroche l'oreille tout de suite. Visuellement, quand on regarde les dossiers de présentation, on voit bien qu'on n'est ni dans la photographie classique d'exposition, ni dans le cinéma traditionnel. C'est vraiment un format hybride, ouais. Moi, si je devais trouver une image pour décrire le mécanisme, c'est un peu le principe d'un flipbook, mais un flipbook émotionnel, tu vois. Ah, j'aime beaucoup cette analogie, ouais. On prend des images fixes, on coupe le mouvement naturel de la vidéo, mais on force ces images à s'inscrire dans une ligne de temps. Et souvent, c'est soutenu par une création sonore hyper travaillée. Mais fondamentalement, pourquoi on fait ça? C'est une vraie question. Qu'est-ce que ce format permet de faire qu'une simple photo accrochée au mur ou qu'une vidéo normale ne peut pas accomplir? En fait, au cinéma, le mouvement est roi. L'œil du spectateur glisse en permanence. Il suit l'action, il est toujours entraîné vers la seconde qui suit. Tu n'as pas le temps de t'arrêter, quoi. Exactement. Alors que la photographie, accrochée sur un mur, elle te laisse libre de ton temps d'attention. Tu peux passer devant en 2 secondes ou la fixer pendant 1 heure, c'est toi qui décides. Ouais, c'est vrai. Le film photographique, lui, il impose un temps de lecture précis sur une image qui est immobile. En figeant l'image, tout en laissant le temps défiler grâce au son, l'œil ne peut plus s'échapper. Il est contraint d'explorer chaque millimètre du cadre. Ah, donc on est presque forcé de scruter? Complètement. Tu te mets à scruter la texture d'un mur, la crispation d'une main ou même la qualité d'une ombre. On passe vraiment d'une observation passive à une scrutation presque psychologique de l'image. Ce qui nous amène directement au premier artiste qui est programmé pour cette fameuse soirée du 5 juin. Il s'agit d'Éric Courtet. Et nos sources détaillent son projet qui s'intitule « Vous êtes ici ». Et c'est un film qui dure quand même près d'une demi-heure, ce qui est long pour des images fixes. Ouais, c'est clair. Et on parle de scrutation géographique parce que, en l'occurrence, il a planté son appareil en plein centre-Bretagne, très spécifiquement le long de l'ancienne route nationale 169. La route entre Annebon et Roscoff. Et ce choix de territoire, il est crucial pour comprendre sa démarche. Une ancienne nationale, ce n'est pas un lieu de destination. C'est un lieu de passage. Voilà. C'est un espace périphérique, une zone de transit. C'est un endroit qu'on traverse en général à 80 à l'heure en regardant droit devant soi sans faire attention. Ouais, on veut juste arriver au bout. Exactement. Mais Courtet, lui, il décide d'y freiner. Il s'arrête et il y cherche ce qu'il appelle le peuple de l'intérieur. C'est d'ailleurs le titre du livre qui accompagne ce projet aux éditions Révolus. Et ce qu'il faut absolument savoir, c'est une clé de lecture essentielle, c'est qu'il vient du monde du théâtre.
Ah, ça explique beaucoup de choses. Oui, il a une longue expérience, notamment au théâtre de la commune d'Aubervilliers, où il sondait déjà le lien humain. Et ça éclaire totalement le traitement de ces images. Parce que, bon, quand on pense à une nationale, on a tous cette même image mentale, non? Ouais, le bitume gris. Les stations, services un peu fatigués, les ronds-points hyper anonymes, des visages de gens qu'on ne fait vraiment qu'entrevoir à travers un pare-brise. C'est exactement ça. Mais en appliquant cette logique théâtrale à ces espaces-là, ils transforment des passants qui sont normalement invisibles en véritables personnages principaux. Et le dispositif du film photographique sert à 100% cette théâtralité. Quand tu vois ces visages capturés sur le bord de la route, ils prennent une dimension monumentale quand ils restent affichés à l'écran pendant, je sais pas, 10 ou 15 secondes. Surtout avec le travail du son derrière. Ah oui, le montage de Julien Cheydel est hyper rythmé. Et puis t'as la musique du violoncelliste Vincent Courtois qui ajoute des accents presque dramatiques. Du coup, le quotidien le plus banal devient une vraie scène de théâtre, quoi. C'est fascinant. Alors on part d'un territoire très vaste, battu par les vents bretons, pour basculer radicalement vers l'enfermement avec la deuxième œuvre de cette soirée. On change complètement d'échelle, oui. Totalement. On quitte la nationale 169 pour entrer dans l'intimité, presque suffocante, d'une chambre dans un quartier difficile de Nantes. C'est le travail d'Armandine Pénat. Avec un film beaucoup plus court cette fois-ci, qui fait 5 minutes. Oui, ça s'intitule « Si tu m'apprivoises ». Ici, l'exploration du territoire, elle se fait à l'échelle moléculaire, en fait. Elle est concentrée sur une seule personne, une jeune femme qui s'appelle Sonia. Et les notes fournies par l'artiste la décrivent comme une jeune femme sauvage. C'est le terme qu'elle emploie, oui. Sonia est en rupture avec son environnement et elle cherche constamment à fuir la violence sociale de la ville, l'indifférence de la société. Et les descriptions visuelles qu'on a trouvées dans les portfolios, elles sont d'une intensité folle. On sent un contraste permanent entre une sorte de rage latente et une tendresse hyper inattendue. Ah, tu penses à la photo sur le lit, Jean? Exactement. Il y a cette scène incroyable, plongée dans un clair-obscur magnifique. Sonia est allongée sur son lit, elle a la tête calée sur un coussin d'un rouge très profond. C'est une image très lourde, très chargée. Très chargée, ouais. Et pourtant, elle enlace avec une douceur infinie l'arrière-train d'un immense berger allemand qui est couché à côté d'elle. Sa main est perdue dans le pelage du chien. Et le dossier mentionne justement qu'elle apaise sa propre colère en soignant des animaux blessés. C'est ça. On sent vraiment que cette chambre, c'est son refuge. Mais un refuge précaire, quoi. Et toute la question que pose Armandine Pénat à travers ces images fixes sublimées par la création sonore documentaire de Cécile Liège. Une bande-son qui mélange les bruits de la ville et la respiration dans la chambre. C'est dingue. Oui, ça pose la question de la porosité entre la nature humaine et animale. Dans ce territoire urbain super hostile, au final, qui apprivoise l'autre? C'est une super question. Et d'ailleurs, cette volonté de fuir cette société des hommes, elle culmine avec une autre image du projet, qui est presque du réalisme magique. Celle avec les ailes? Ouais. Sonia est debout, elle regarde par une fenêtre ouverte qui inonde la pièce de lumière, elle scrute les toits de Nantes, tu vois. Et sur son dos, elle porte d'immenses ailes d'ange blanches. Des ailes un peu théâtrales, un peu de briquet de broc, mais hyper fragiles. Voilà. Elle est là, coincée physiquement dans son quartier, mais ses ailes, elles incarnent son obsession d'évasion. Le dossier dit qu'elle rêve d'avoir un jour un cheval pour fuir loin de tout ça. C'est une image frappante. Ce contraste entre le béton nantais de l'or et ses ailes immaculées à l'intérieur, ça raconte toute la violence de sa condition sociale, mais sans jamais tomber dans le misérabilisme. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt du format. Si on voyait Sonia marcher ou bouger avec ses ailes en vidéo, le côté un peu absurde ou burlesque prendrait le dessus, non? Complètement, c'est la force de l'image fixe. En figeant cet instant précis, Armandine Pénat transforme ce moment en une allégorie super puissante de l'enfermement face à l'immensité de ses rêves. C'est très fort. Bon, on vient de traverser des territoires physiques tangibles, une route, une chambre, mais nos sources nous emmènent ensuite vers une toute autre définition du territoire. Un territoire beaucoup plus immatériel, ouais. Et si le territoire qu'on documentait, ce n'était pas un lieu sur une carte, et si c'était une lignée, tu vois? Un arbre généalogique, une famille, une mémoire transmise. Ah, ce glissement sémantique nous plonge dans le projet qui est sans doute le plus monumental de cette édition. C'est l'immense projet qui s'appelle Manouche, Un travail colossal, mené sur 4 ans, de 2019 à 2023. par le photographe Georges Pacheco et l'autrice Estelle Granet. Ils ont cartographié l'arborescence d'une famille entière de voyageurs manouches, les descendants de Didi et Canette Duville. Ils ont photographié plus de 400 personnes. 400 personnes. Et pour faire ça, ils ont vidé une caravane pour en faire un vrai studio photo itinérant. Ils sont allés directement sur les lieux de vie de la communauté. Un road trip de 4 ans qui a d'ailleurs donné naissance à un livre de 276 pages aux éditions Images Plurielles. Mais alors,
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que j'ai une vraie question sur leur méthode. Vas-y, je t'écoute. En lisant les sources, j'ai vu que Georges Pacheco a pris une décision esthétique très radicale. Chaque portrait est réalisé sur un fond de studio parfaitement neutre. Exactement. Tous posent devant la même toile unie. Mais attends, un fond neutre n'a-t-il pas justement pour effet d'effacer le contexte culturel? Je veux dire, si le but c'est de documenter leur existence, pourquoi effacer leur environnement? C'est vrai que ça peut surprendre. Bah oui, ça rend l'image trop clinique, non? Presque comme une photo d'identité classique ou un trombinoscope administratif. Ça ne va pas à l'encontre du but recherché? Eh bien, détrompe-toi. C'est tout le contraire en fait. C'est un détail hyper nuancé. Si on relie ça au contexte global et à l'histoire de la photographie pour ces populations-là. C'est-à-dire? Faut remonter à la fin du 19e siècle, à Alphonse Bertillon et à l'invention de l'anthropométrie judiciaire. Ah, le fichage policier. Exactement. Historiquement, l'appareil photo a été utilisé comme une arme de contrôle et de répression contre les populations nomades. On les mettait devant un fond neutre pour les mesurer, les ficher, les criminaliser. Ah, je vois. Donc, la décision de Pacheco de réutiliser ce dispositif du fond neutre, ce n'est pas pour faire clinique, c'est un acte de subversion totale. En reprenant l'outil qui servait à les contrôler, ils s'en servent pour se réapproprier leur image. C'est ça. Effacer le décor redonne le pouvoir total au sujet. Tu empêches le regard du spectateur de se livrer à un jugement sociologique sur les caravanes ou le matériel. L'œil ne peut s'accrocher à rien d'autre qu'à la personne. Voilà. C'est la personne photographiée qui habite l'espace par sa posture, son regard, ses vêtements. Elle devient l'unique maître de son récit. D'autant plus que l'image est soutenue par les textes d'Estelle Granet, tirés de dizaines d'heures d'entretien. C'est brillant en fait. C'est une réappropriation identitaire super puissante, ouais. Bon, après l'intensité documentaire de ce projet, la programmation propose aussi une façon plus, disons, poétique et burlesque d'aborder l'espace urbain. Avec l'exposition qui prépare le festival pendant tout l'été. Oui, on sort dans la rue, quartier Beauchardonnay, sur la Rambla de Rennes, une exposition en plein air de Françoise Lambert. Du 1er juin au 30 septembre 2026. L'exposition s'appelle « Monsieur H, bienheureux les fêlés ». Avec une visite prévue en présence de l'auteur le 1er juillet. Et ce Monsieur H, c'est l'alter ego de la photographe, un kidam solitaire. Un promeneur qui arpente la ville en quête de la vacance. Pas les vacances au soleil, mais la vacance de l'espace, le vide. Visuellement, la description dans les sources est géniale. On voit cet homme de dos, il porte un long manteau clair, un chapeau mélon, et il a une canne à la main. Très cinématographe des premiers temps, très Magritte. Complètement. Et il marche près d'un mur industriel bleu éclatant. Le soleil projette son ombre majestueux sur ce mur. Et du coup, ça me fait penser, c'est comme une anomalie poétique dans la matrice urbaine. Une anomalie, c'est un bon mot? C'est comme se promener dans sa propre rue, mais avec des lunettes qui transforment un mur lépreux ou une porte banale en une toile surréaliste. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour notre façon de marcher en ville? Cela soulève une question importante sur l'art dans l'espace public. En ville, on est souvent dans un tunnel. On avance vite, on ne regarde plus rien par lassitude. On bloque les stimuli? C'est ça. Monsieur H, avec ses influences de Magritte et de Marcel Duchamp, il nous apprend à regarder les presque rien, le banal. Et en affichant ça en grand en extérieur, ça force le passant à ralentir. Ça crée un choc visuel. Exactement. Ça réveille l'éblouissement de l'enfance, où une simple ombre sur un mur devient une scène de théâtre. C'est une belle façon de résumer notre parcours d'aujourd'hui, je trouve. C'est vrai qu'on a vu pas mal de choses? Que ce soit sur le bord de la Nationale 169 avec Éric Cortet, dans la chambre d'une jeune Nantaise qui rêve d'évasion avec des ailes d'ange, dans le studio caravane de la famille Duville, ou face à l'ombre de Monsieur H sur ce mur bleu. Tous ces artistes du festival Images Publiques, au final, ils utilisent la photographie pour rendre visible l'invisible. C'est vraiment ça. Ça rappelle l'importance de s'intéresser à ces événements à Rennes, du coup d'envoi le 5 juin jusqu'aux expositions de l'automne, parce que ça nous propose une véritable éducation de notre regard. Et c'est précieux à notre époque, quoi. Très précieux. Et pour terminer, ça me laisse avec une idée en tête. Et je vous invite, pour ceux qui nous écoutent, à y réfléchir. Et si la manière la plus authentique et la plus profonde de connaître un territoire, ce n'était pas d'étudier sa carte géographique ou ses statistiques? Mais d'observer les fictions. Oui, d'observer les fictions, les rêves et les fantômes que ses habitants projettent sur ces murs. Sur ce, on vous laisse méditer là-dessus.